droite. Alors là, on est au port de plaisance de Chantraine, de Cherbourg. On s'avance sur un des pontons où il y a des gros bateaux à la voile. On est au bout du port, donc c'est là où il y a le plus de profondeur d'eau. Donc on est en train de se promener au milieu des gros voiliers. Et pourquoi vous avez choisi ce port comme port d'attache ? Alors c'est un port qui est vraiment très pratique parce qu'il y a beaucoup de profondeur d'eau, donc ça veut dire qu'on peut sortir 24 heures sur 24 en fait du port. On n'est pas obligé d'attendre que la marée soit haute. Et puis surtout j'avais de l'attachement pour le territoire. La côte est vraiment très belle, très découpée, très sauvage. Et puis le terrain de navigation, le terrain de jeu est vraiment super. Quand on sort du port, il y a une grande rade. C'est un espace qui est contenu par des fortifications. Ça casse un petit peu le vent et les vagues qui rentrent. Donc même quand il y a des grosses conditions dehors, on arrive à naviguer un petit peu dans la rade. Et une fois qu'on sort de la grande rade, et là le terrain de jeu il est super parce qu'en fait on est en Manche. Alors c'est une mer qui a beaucoup de courants avec un rétrécissement en fait de l'eau entre l'Angleterre et la Manche quoi. Et donc du coup il y a beaucoup de courants à gérer et ça c'est très intéressant. Vous à l'origine vous êtes guide de haute montagne. Quand est-ce que l'appel de la mer a retenti pour vous ? Je pense que j'avais une appétence pour le large depuis longtemps, ça me faisait rêver et puis j'attendais patiemment que l'occasion se présente. Et en fait un jour j'ai été invitée à un événement qui regroupe des marins et des montagnards, fait équipe ensemble pour des compétitions sportives à gros niveau. Et là j'ai rencontré beaucoup de marins qui étaient des coureurs au large. Et au bout de quelques jours, à force de sympathiser, ils m'ont dit un peu nonchalamment quand tu veux, viens faire un tour. Sauf que moi, j'attendais tellement ça que j'ai tout de suite débarqué en Bretagne. Donc c'était l'année du Covid et j'ai appris à naviguer en fait sur des bateaux de course tout de suite. Donc c'est un peu comme si on passait son permis sur une Formule 1. J'ai trouvé que ce moyen de locomotion était très sympathique. Voilà comment c'est venu. On avance un peu ? Oui, bien sûr. Alors là, on a des bateaux qui sont amarrés des deux côtés du ponton. Ça grince un petit peu au gré du vent. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. On entend le bruit des drisses qui claquent. Donc c'est les cordages le long du mât. C'est un bruit que j'adore. Au début, quand j'ai commencé à naviguer, avant de repartir à la montagne, je me mettais à un endroit où j'entendais les drisses claquer et j'enregistrais avec mon téléphone. Et puis je me repassais un peu ce bruit-là avec juste les drisses qui claquent et puis un ou deux goélands qui passent en criant. Et pour moi, c'était vraiment typique comme une vraie touriste. Mais encore aujourd'hui, c'est un bruit qui me plaît beaucoup. Et alors, est-ce que vous faites un rapprochement entre la haute montagne, le Mont Blanc et puis la Manche ici ? L'alpinisme en haute montagne, effectivement, c'est un milieu qui ressemble énormément au large, on va dire, à la navigation océanique, parce que c'est des milieux qui sont exigeants, qui sont rudes, qui ramène à quelque chose d'essentiel où on se bat pour quelque chose de très simple, c'est-à-dire gérer de la sécurité, éventuellement de la performance, où on sent bien qu'on est petit, qu'on a à la base pas vraiment notre place dans ce milieu-là, mais qu'il faut composer avec. Et donc je trouve que ça rend très humble. Puis c'est un petit peu après au niveau du sport, on va dire entre l'alpinisme et la course au large, ça reste une même gymnastique mentale sur le process de décision, de hiérarchisation un petit peu de tous ces éléments qui changent en permanence. Et puis, il reste aussi une chose qui est magique, qui est la beauté de l'élément. Et ça, c'est sûr que je pense que dans des terrains comme la haute montagne ou le large, on se retrouve vraiment seul au milieu d'une nature qui est extraordinaire et c'est le même plaisir, quoi. Vous vous sentez comment quand vous êtes à bord ? Il y a quelque chose qui est rempli chez moi de une espèce de plénitude, de tout ce que j'aime faire qui se réunit à cet endroit-là, à ce moment-là. C'est des moments qui me nourrissent énormément. Si vous deviez donner des adjectifs pour qualifier la mer sur les côtes cotentines, ce seraient lesquels ? C'est une mer de défi parce qu'il y a quand même des forts courants. C'est une mer qui est joueuse, pleine de surprises aussi. Quand on passe le raz Blanchard à se faire secouer par les courants avec des marmites énormes, on a l'impression d'être dans un film d'horreur parfois. Et puis on arrive de l'autre côté dans les îles anglo-normandes avec des endroits où il y a des plages de sable fin, presque de l'eau turquoise, ça ressemble plus du tout. Voilà comment je la vois cette mer. Si le Cotentin était une couleur, pour vous ce serait laquelle ? Bleu. Si le Cotentin était une saveur ? Celle du sel. Si le Cotentin était une odeur ? Je dirais les buissons sur la côte en fleurs. Si le Cotentin était un son ? Celui qu'on entend là, les drisses qui claquent avec les goélands. Et si le Cotentin était une texture ? Les coquillages que je ramasse sur la plage quand je me promène, la douceur de leurs coquilles.
Et donc là, on passe à côté de gros bateaux qui sont des bateaux qui font les courses à Cherbourg, donc la Dream Cup, la Rolex Fastnet. Et alors la Fastnet, ça a été un peu une école pour vous? En fait, ça a été ma toute première course en 2021 sur un classe 40, donc un bateau de course de 12 mètres. On était en double. Les conditions étaient vraiment sportives, c'était pas facile. Et ça m'a vraiment marqué comme première course, j'ai adoré. Et puis ensuite, c'est la première course à laquelle j'ai participé au départ de Cherbourg avec mon bateau en 2023. Donc en tant que skipper, toujours en double. Et en fait, les conditions étaient encore plus musclées. Je pensais pas que c'était possible, mais finalement, ça a été épique les 2 participations que j'ai faites. Puis voilà, le fait que ça parte et que ça revienne à Cherbourg, pour moi, ça a beaucoup de sens. Comme j'y passe toute l'année, c'est très sympa. Quels sont vos prochains projets? Est-ce qu'il y a des courses à venir? Effectivement, le programme sur 2025, ça va être de participer donc au départ de Cherbourg à la Rolex Fastnet et puis ensuite d'aller faire la Transat Jacques Vabre, qui est donc une course transatlantique qui se fait en double au départ du Havre vers les Antilles. Et j'espère pouvoir prendre en 2026 le départ de la Route du Rhum, qui est la transatlantique en solitaire un peu la plus connue, qui part de Saint-Malo, qui va aux Antilles aussi. Et la Route du Rhum, j'ai jamais faite de transatlantique en solitaire, donc ça c'est un grand rêve, assez sérieux. Ça prend beaucoup de place dans ma vie, c'est chronophage, c'est fatigant. Par contre, c'est vraiment des choix qui sont faits par passion, donc je suis convaincue d'être à la bonne place, même si c'est souvent difficile à mener comme projet. En tout cas, j'ai pas de regrets. Il s'appelle comment votre bateau? Mon bateau, alors son nom de baptême, il s'appelle Chinook. Le Chinook, c'est un vent très connu en Amérique du Nord qui rend les gens un petit peu fous, on disait, parce que c'est un vent qui arrive froid de la côte ouest et qui se réchauffe après avoir passé les Rocheuses. Et donc les Indiens avaient tendance à dire qu'il rendait fou parce que ça crée beaucoup de chaleur derrière. Donc voilà, Chinook, c'est le nom de mon bateau.